Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des contacts entre Celtes, Gaulois, Romains et Grecs en Antiquité. Je n'irai pas plus loin que ce qu'on a besoin de savoir, et si jamais je commence à dire des choses qui ne sont pas indispensables, je mettrai un petit disclaimer. Parlons d'abord rapidement des 4 peuples du programme. D'abord, on a les Grecs. Eux, on les case dans toutes les côtes méditerranéennes. En gros, c'est des marchands et des commerçants, et pour tirer bénéfice de leur commerce, ils se mettent près de la mer. Donc, pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'Italie du Sud, et près de Marseille, donc Massalia à l'époque, que les Grecs ont eux-mêmes fondé. Ensuite, on a Rome. Celui-là, ce sera le plus simple des protagonistes. C'est juste l'Empire romain qui se développe tout au long de l'Antiquité. Et enfin, on a nos Celtes. Pourquoi je dis enfin alors qu'il reste les Celtes et les Gaulois? Parce que vous allez comprendre que c'est un petit peu la même chose et l'objectif ça va être que vous distinguiez un petit peu les deux. Donc d'une part, on a les Celtes. Les Celtes c'est qu'un grand ensemble de peuples qui se reconnaît autour de valeurs communes qu'on verra juste après. Des genres de dialectes, etc. qu'ils parlent entre eux, donc ils peuvent à peu près se comprendre, grosso modo. Alors que les Gaulois, c'est aussi un ensemble de peuples, mais ce ne sont pas les Gaulois eux-mêmes qui se sont appelés Gaulois. Ce sont les Romains et les Grecs. Et c'est là que je vous dis que c'est assez important de distinguer les deux, puisque du coup les Gaulois, à l'époque dont on parle, ils ne s'appelaient pas Gaulois, ils s'appelaient Celtes, ou alors ils s'appelaient par le nom de leur tribu. Par exemple, moi je suis un Helvète, moi je suis un Éduin, moi je suis Celte. Ça vous pouviez l'entendre en Gaule, mais vous n'entendiez pas quelqu'un dire je suis Gaulois. Je suis gaulois, c'est quelque chose qui a été surtout utilisé du coup par Jules César lors de ses conquêtes de Gaule, et il a défini l'espace qu'il a conquis, et il va l'appeler les Gaules. Il va les diviser en plusieurs provinces, et il va dire, donc ça ce sera la Gaule belge, ça ce sera la Gaule celtique, ça ce sera la Gaule aquitaine, ça ce sera la Gaule narbonnaise, etc. etc. Donc c'est juste pour que vous ayez la nuance, les Gaulois ça rapporte à un espace géographique plus qu'à une appartenance culturelle. Pour faire une analogie très très anachronique, donc on a l'Europe aujourd'hui, c'est un petit peu comme si les Celtes c'était les Européens et les Gaulois c'était les Français. Donc tous les Français sont européens, tous les Gaulois sont celtes, mais tous les Européens ne sont pas français et tous les Celtes ne sont pas gaulois. Les 3 périodes qu'on va traiter sont les suivantes. Déjà, il y a le Hallstatt, qui prend son nom de la ville où l'on a fait des fouilles archéologiques qui ont permis de définir des particularités sur cette période. On appelle aussi plus simplement cette période le premier âge de fer celte. On situe ce moment entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près entre 800 et 450 avant Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de date précise, donc résumez-vous à 8e avant, 5e avant. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et logiquement, comme je viens de vous dire que c'est le premier âge de fer celte, qu'est-ce qu'il y a pendant cette période? Eh bien, il y a une utilisation progressive du fer qui est revendu par les Celtes. Donc c'est une période où le commerce se développe énormément et donc où l'influence des Celtes prend de plus en plus de place en Europe. Sur la vidéo que j'ai mis en arrière-plan, c'est pas très important à retenir, mais on voit qu'il y a aussi du commerce de différents minerais, comme par exemple le sel qui permet de conserver, ou le bronze qui permet aussi de fabriquer d'autres types d'armes. Ensuite, on a l'Athènes, ou second âge de fer. Évidemment, après le premier âge de fer, il y a forcément un second. Donc l'Athènes, c'est aussi une ville où on a fait des fouilles archéologiques majeures qui ont permis de définir un petit peu plus précisément cette période. Cette période, elle commence là où on s'est arrêté tout à l'heure, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, et elle se termine précisément en -58 avec la guerre que déclenche César en Gaule. Alors cette guerre, elle marque un déclin progressif de la civilisation celte, dès lors que César et ses légions romaines posent ses balls en Gaule. En gros, à ce moment-là, la civilisation celte, elle est quasiment détruite, et elle subsiste à quelques endroits, mais cet âge d'or est terminé, puisque l'Athènes, donc entre le 5e et -58, c'est ça qu'il faut retenir, sa particularité principale, c'est que c'est vraiment un âge d'or de la civilisation celte. Elle commerce avec ses voisins, elle possède un très vaste espace d'influence culturelle, donc que ce soit en Espagne, en Gaule, en Allemagne, et même dans l'Est, en Grande-Bretagne et tout ça, donc elle possède une très grande zone d'influence,
et que ce soit de manière, comme je viens de dire, culturelle, que ce soit de manière religieuse ou que ce soit de manière démographique. On parlera des deux premières tout à l'heure, mais pour ce qui est de la démographie, les populations celtes se comptent en dizaines de millions, là où les grands empires peinent à atteindre les 10 millions. Pour vous donner un petit exemple, en moins 58, au moment où César attaque la Gaule, on estime que l'Empire romain a entre 1 et 4 millions d'habitants sur tout son territoire. Donc on est très loin des dizaines de millions qui sont dans le monde celte. Et enfin, notre troisième période, on va pas la nommer, on a déjà suffisamment de noms comme ça, mais en gros à partir de moins 58, c'est l'influence romaine qui prédominera sur cet ensemble que sera la Gaule, et donc on dira que ce sera un ensemble gallo-romain, et c'est cette influence qu'on étudiera à la toute fin de cette vidéo. Mais d'abord, parlons des contacts, puisque c'est un petit peu l'objectif du chapitre quand même. Eh bien, l'exemple de base qu'on peut proposer aux élèves pour montrer qu'il y a des contacts entre les civilisations celtes et les autres civilisations comme les civilisations romaines et grecques, c'est l'exemple de la tombe de la princesse de Vie. Pour vous situer dans le temps et dans l'espace, ce cratère, on sait qu'il date aux alentours de moins 530, donc dans la frise où on était tout à l'heure, on est à la fin de l'Hallstatt et on est bientôt sur l'ère de l'Athènes, donc on est sur un grand moment où le commerce se développe grandement et donc où les échanges commerciaux sont florissants. Mais là, on doit partir du principe qu'on ne le sait pas encore et donc on va le déterminer juste avec ce qui se trouve à l'intérieur de cette sépulture. Déjà, il y avait le char dans lequel était enterrée la princesse. C'est quand même assez stylé d'être enterré directement dans un char à 4 roues, c'est quand même badass. On avait aussi différents bijoux, comme un torque, c'est aussi un signe distinctif des Gaulois, il faut le retenir, et aussi il y avait différents cratères, comme le cratère dont je vais parler. Mais d'abord, à quoi ça sert un cratère en 2-3 mots? Un cratère, ça sert à diluer de l'eau avec du vin, et on y verse différents aromates. On mélange tout ça, et ça servait à distribuer aux convives lors de festins ou de rituels. En gros, si tu vas acheter un bro à 2 € à Aldi, ça a quand même moins de prestance que d'arriver avec un vase hyper stylé. Et bah là c'est exactement ça. Le cratère il est stylé. Mais par contre, il fait 1,64 m de hauteur pour 200 kg. Donc vous allez me dire, mais du coup, il sert à rien. Non, il ne sert pas à rien. En tout cas, il ne sert pas lors de ces cérémonies-là, mais ça va être un objet décoratif. Alors d'où vient cet objet décoratif? Eh bien, c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'il faut s'appuyer sur ces différents indices qu'on peut trouver sur ce cratère. Alors d'abord, on a une frise en haut de ce cratère, et la frise, c'est typiquement grec. Sur cette frise, et c'est là l'élément le plus important, on a des hoplites. Les hoplites, ce sont les soldats grecs par excellence. On a d'autres indices dont on ne parlera pas, mais ces indices nous mènent à penser aux historiens que ce cratère a été fabriqué en Italie du Sud. Donc ce cratère, il vient quand même d'Italie du Sud. Mais du coup, par exemple, ce qu'on peut faire aux élèves, c'est leur faire retracer le chemin. On voit quand même qu'il y a beaucoup de chemins à parcourir. Ils doivent aller le long des côtes italiennes, puis remonter le Rhône par Marseille, et enfin, ils terminent en Bourgogne. Inutilisable et cher, on estime donc qu'il s'agit de cadeaux offerts par certaines cités grecques à leurs alliés gaulois. Donc c'est ça qu'il faudra à la fin mener comme débat avec les élèves, à quoi peut servir ce vase. Ils peuvent donner toutes leurs hypothèses, et aucun n'aura raison puisqu'on n'a pas conclu, les historiens n'ont pas conclu, c'est une hypothèse. Donc avec eux, ils pourront dire, c'est du commerce, ils l'ont peut-être acheté, c'était un cadeau, tout ça, c'est recevable. C'est ça qui est intéressant avec certains pans de l'histoire, c'est qu'on n'a pas une réponse arrêtée. Donc les élèves peuvent laisser cours à leur imagination. Ensuite, plus simplement, pour montrer qu'il y a des relations, on peut amener les élèves à étudier certains textes romains ou grecs. Malheureusement, les Celtes, ils écrivaient très peu et on retrouve très peu de sources écrites d'eux, mais on peut donc donner des textes écrits par des Grecs ou des Romains qui parlent des Celtes et demander aux élèves ce qu'ils en pensent et donc les amener à critiquer un document. Ça peut être un très bon moyen d'amener les élèves à critiquer les sources et à se dire mais si c'est un romain ou un grec qui écrit ce document, est-ce qu'on ne devrait pas le prendre avec des pincettes? C'est ça qu'il devra y avoir de relation entre les élèves à ce moment-là de la séance. Il me reste enfin à parler un petit peu des Celtes et des caractéristiques communes qu'ils ont entre eux. Donc déjà la culture. Les historiens ne sont pas tous d'accord.
Mais globalement, ils parlent un dialecte qui se ressemble. Ils parlent tous à peu près un celte, donc ils sont à peu près capables de se comprendre, sauf exception. Ensuite, on a la consommation. La consommation, elle se fait principalement de blé, d'orge, de haricots et d'avoine. On a aussi la religion, dont je vous ai montré des images tout à l'heure. Donc ils ont un panthéon qui est assez commun, ils croient à peu près en les mêmes dieux comme Bélénos, etc. Et enfin, on peut aussi leur donner ça, ils ont à peu près le même style vestimentaire qui diffère des Romains. Là, vous ne pouvez pas vous tromper entre un Romain et un Celte. Les Celtes, la plupart du temps, ils ont des moustaches et ils possèdent les braies, donc des pantalons fermés en bas, alors que les Romains portent des tuniques. Voilà, donc ça, c'est fondamental. Ensuite, ils ont des bijoux particuliers comme la torque qu'on a vu tout à l'heure, ou des bracelets. Donc, ils ont des bijoux, et aussi, évidemment, comme les Romains aiment bien, ou les Grecs aiment bien dire que les Celtes ne se lavent pas, etc., si les Gaulois se lavaient, avaient une hygiène stricte. Et donc voilà, c'était juste pour démystifier un petit truc pour la fin, quoi. Pour la fin de cette vidéo, j'ai laissé la parole à un youtubeur, donc je vais mettre les extraits qu'il a mis sur sa chaîne, comme ça vous n'aurez pas à regarder les vidéos qui durent en général 20-25 minutes, et ça parlera globalement de ce qu'on a vu en cours, donc du contexte de la guerre contre les Gaulois menée par Jules César, et aussi de la condition des Gallo-Romains suite à cette guerre. Au grand bonheur du proconsul, l'arrivée des tribus nordistes provoque la frayeur des Helvètes. Craignant d'être dépassé par le nombre, ce peuple de 350 000 âmes prévoit de migrer vers la Saintonge. Mais pour s'y rendre, les Helvètes doivent passer par la vallée du Rhône, qui à l'époque est un territoire romain. Le prétexte tant cherché par César lui est donc offert sur un plateau. La migration des Helvètes, écrit le proconsul, elle menace directement la sécurité de sa province. En effet, si les Celtes n'habitent plus les montagnes, alors les tribus germaniques pourraient venir s'y installer. Et comme il est impensable de laisser les barbares s'approcher de Rome, il faut faire la guerre aux Helvètes pour les maintenir dans leur pays d'origine. Ainsi, sans attendre la réponse, César fait lever 6 légions, soit 40 000 hommes, et les fait converger vers Génois. Au mois de mars 58, la guerre des Gaules commence. Ils disent notamment que rebrousser chemin est une chose impossible. Avant de partir, en effet, ils ont brûlé leurs oppidums pour ne rien laisser à l'envahisseur. Sauf que César ne bronche pas. Il se montre sans pitié avec les migrants et ces derniers changent de route pour passer à l'ouest. Ainsi, avec beaucoup de mauvaise foi et en agissant rapidement, César veut provoquer un conflit chez ses voisins. En tant que proconsul, il a le droit d'intervenir chez les alliés de Rome en cas de menace pour leur sécurité. La seule condition, c'est que les amis gaulois se sont effectivement menacés par les Helvètes, et pendant ce temps, César consulte les Gaulois pour intervenir contre les Helvètes. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? Les Séquanes, les Édouins, ont-ils peur de 350 000 personnes, dont 90 000 guerriers, qui passent librement sur leurs terres? Normalement, non. Les Gaulois ont toujours été semi-sédentaires, c'est-à-dire qu'ils passent d'un territoire à l'autre de façon régulière. Si César veut intervenir en Gaule, il devra jouer sur autre chose que la prétendue menace d'un peuple migrant. Par chance, certains Gaulois ont toujours souhaité s'attirer les faveurs de Rome. C'est le cas, par exemple, pour Divicacus. Ce druide, qui vient du peuple édouin, anime un parti pro-romain à Bibracte. Intéressé par les bonnes affaires, il envoie une lettre à César pour lui demander sa protection. Il s'oppose alors à son frère Dumnorix, qui lui est un farouche anti-romain. Mais comme toujours dans l'histoire, le parti de l'argent l'emporte facilement face aux résistances. Le commerce de vin, le commerce de métal, le commerce d'esclaves. Un rapprochement avec César serait bien plus rentable que le contraire. Aussi, Divicacus écarte Dumnorix. Il promet des renforts, il promet des vivres, il promet une assistance pour guider les Romains en territoire inconnu. À la nuit tombée, alors que les combats se poursuivent sur un double front, et malgré la tenaille dans laquelle les Romains sont empêtrés, les Helvètes doivent déposer les armes. En l'échange de la vie sauve, César les force à retourner près des Alpes. Sur 350 000 personnes qui sont parties, on estime que 100 ou 150 000 au maximum en reviennent. Mais revenir pourquoi? Pour retrouver un village brûlé, un oppidum rasé, des terres défrichées à la merci des Germains qui peuvent attaquer sans crier gare. Mais entre mars et avril-58,
l'Europe a assisté à un massacre. Les Gaulois vont-ils prendre cet événement comme un avertissement? Se doutent-ils un seul instant du sort que l'avenir leur réserve? Car si César est entré en Gaule avec un prétexte, il en cherche un nouveau, pour s'y établir en conquérant. À partir de l'an -27, 25 ans après la défaite de Vercingétorix, l'impérateur Augustus découpe la Gaule en 4 provinces. Dès l'an -39, le général Agrippa fait construire un immense réseau routier qui traverse la Gaule de long en large. L'objectif? Acheminer rapidement les troupes d'un point vers un autre, mais aussi intensifier les échanges commerciaux. Comme nous l'avions vu dans la série sur la guerre des Gaules, les Gaulois ont toujours exporté des produits vers le territoire romain. La conquête accélère ce phénomène, si bien que les produits celtes, comme le tonneau par exemple, sont désormais vendus aux quatre coins de l'Empire. Une opportunité économique que beaucoup ne veulent pas manquer, au point de construire de nouvelles capitales si celles-ci sont placées trop loin des voies romaines. Les Édouins abandonnent Bibracte, les Arvernes font pareil avec Gergovie. Leurs nouvelles capitales, Augustodunum et Augustonemetum, sont même nommées en l'honneur de l'impérateur. Et tant qu'à faire, autant construire ces nouvelles cités sur le modèle des colonies romaines. Pour plaire à l'occupant, on y érige des forums, des temples, des fontaines, des statues grecques. En d'autres termes, on romanise le territoire dans l'espoir de plaire aux autorités et de mieux s'intégrer dans un marché plein d'opportunités. Par la suite, tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ, les legatus présents dans les capitales provinciales vont encourager la construction de villes. Ainsi, en à peine un siècle, et par la simple construction d'infrastructures, les Gaulois sont non seulement habitués à la présence romaine, mais surtout dépendants de la nouvelle autorité. Tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ, le territoire de la Gaule se transforme radicalement sous l'effet de la romanisation. Pour autant, loin d'être un phénomène forcé, il semble que les Gaulois eux-mêmes soient acteurs du changement. La romanisation du langage accompagne une romanisation des modes de vie. On mange toujours allongé, on s'habille toujours en toge, on passe du temps au therme, au théâtre et au cirque. En l'an 177, à Lugdunum, aujourd'hui Lyon, un groupe de croyants s'adresse à la population. Pour eux, la religion des Gallo-Romains se trompe. Les anciennes divinités héritées du culte celtique, comme Lug, Pélénos ou Toutatis, esprits que les habitants vénèrent en même temps que les dieux romains, comme Jupiter, Vénus ou Mars, tout ce panthéon serait rempli de fausses icônes. Devant la population, le groupe de croyants est catégorique. Il n'y a qu'un seul Dieu, disent-ils, qu'un seul Créateur, qu'un seul esprit. La preuve, celui que les visiteurs appellent le Père aurait envoyé son fils, Jésus de Nazareth, parmi les hommes. Celui-ci d'ailleurs aurait été crucifié, mais serait revenu à la vie 3 jours plus tard. Par conséquent, dit le groupe de croyants, les dieux gallo-romains sont faux. Pour eux, il faut même abandonner le culte impérial, c'est-à-dire le sacrifice d'animaux que doit faire chaque habitant en l'honneur de l'empereur. Aucun homme, en effet, aucun homme à part ce Jésus de Nazareth, ne saurait être vénéré comme un dieu. Problème, tenir un tel discours de défiance vis-à-vis des règles est strictement interdit dans l'Empire romain. Croire en de nouvelles religions n'est pas forcément proscrit, mais le culte impérial est obligatoire. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant doit sacrifier des animaux pour son souverain, et ceux qui refusent sont exécutés. Le groupe de croyants ne faisant pas exception, leurs membres sont jetés dans la fosse aux lions. Selon les sources historiques à notre disposition, ce machéar semble plus populaire que les autres. La raison? Un discours qui semble radicalement différent des prophéties traditionnelles. Au lieu d'hurler à la vengeance ou d'appeler aux armes, Jésus parle d'un Dieu gentil et amoureux des hommes. Le Créateur serait un père, Abba en hébreu, et ce dernier voudrait le bonheur de ses enfants. De cet amour découle un principe de charité. Chacun doit aider son prochain parce que Dieu nous a créés pareils. Constantin, dans sa quête du pouvoir, aurait compris que le christianisme est inarrêtable. Les vieilles religions sont trop diverses, trop plurielles, trop différentes d'une région à l'autre.
Il est possible que Constantin ait vu dans le culte du Christ une nouvelle énergie dans un monde fatigué par les guerres et les épidémies. Ainsi, plutôt que de réprimer les chrétiens, il préfère devenir leur protecteur. En 313, après sa brillante victoire, il se rend à Mediolanum pour signer l'édit de Milan qui met fin à la grande persécution. Désormais converti lui-même, il déclare que si la victoire lui a été donnée par le dieu chrétien, alors il faut faire du christianisme la nouvelle religion d'État. Dans cette logique, Constantin apporte quelques modifications au dominat. Deuxièmement, il est également le patron de l'église chrétienne qui rassemble les évêques, c'est-à-dire les représentants des groupes de croyants. Avec eux, il convient d'un dogme, c'est-à-dire une vérité fondamentale et incontestable, qui proclame que le Dieu chrétien est le Dieu unique, que toutes les autres divinités sont fausses, et que les décisions du chef suprême sont sacrées. Ainsi, le dogme chrétien influence la loi et encourage les conversions dans la population. Le nombre de croyants augmente, il passe de 15% de la population en l'an 300 à près de 30 à 40% un siècle plus tard.